Sensei, please. Courage, Bob. Courage. That's it. Courage. Bonjour. Bonjour tout le monde, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur YouTube avec mon YouTuber adoré, Monsieur Merege, pour discuter d'un film que j'attendais énormément puisque c'est un film réalisé par le très grand cinéaste Paul Thomas Anderson que j'adore, réalisateur de Magnolia, de Boogie Nights, de Punch Drunk Love, de There Will Be Blood, Inherent Vice, The Master, Licorice Pizza, Phantom Thread, bref, de très 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 bons films. Je les aime pas tous. On oublie souvent Hard Eight, mais c'est vachement bien aussi. Ah oui, c'est vrai, ce sont son tout premiers films, je crois, c'est ça. Très très bien, ouais, c'est excellent. Et effectivement, tu as bien fait de nous le rappeler. Et donc, il sort un nouveau film qui s'appelle Une bataille après l'autre. Yep. Un film qui a coûté 150 millions de dollars, c'est son plus gros budget apparemment. Ouais, le blockbuster de Paul Thomas Anderson. J'étais extrêmement impatient de découvrir ce film. Il a été précédé par un buzz ultra positif avec des gens qui hurlaient au chef-d'œuvre, au film visionnaire, au film extrêmement bouleversant, meilleure performance de Sean Penn. Un chef-d'œuvre absolu, quoi. Et je dois le dire, que je suis sorti de la salle. Ouais. C'est normal. Alors, tu ne peux pas rester dans la salle de toute façon. Au bout d'un moment, tu dois sortir. Ça dépend, tu me connais mal. Dans les années 90, il pouvait m'arriver de rester dans la salle et de revoir une deuxième fois le film. C'est vrai. Mais c'était il y a fort longtemps. Donc, non, je suis sorti de la salle. Écoute, moi, je dirais ceci aujourd'hui, comme ça, à chaud, après l'avoir vu, 48 heures après avoir vu le film, je dirais que j'ai aimé le film, mais je n'ai pas adoré. Je ne pourrais pas dire que c'est un chef-d'œuvre absolu comme tout le monde. Voilà, je ne pourrais pas dire ça, parce qu'il y a des choses qui, là, aujourd'hui, me dérangent un peu, me font un petit peu tiquer ou te pose problème. Auquel je n'ai pas forcément adhéré, mais on va en discuter. Je vais rapidement résumer de quoi parle ce film. Alors, Une bataille après l'autre, en fait, en gros, on suit l'histoire d'activistes, militants, révolutionnaires, d'extrême gauche, on peut dire. Viva la révolution! Voilà, viva la révolution! Viva la révolution! Et donc on suit en fait ce groupuscule un petit peu à travers les yeux du personnage de Leonardo DiCaprio, qui est en couple avec sa femme, qui est vraiment une leaduse de ce groupe militant, qui cherche à obtenir plus de justice sociale dans une Amérique qui penche toujours de plus en plus vers quelque chose de nauséabond. Et donc, il se passe des choses. Alors voilà, je vais pas spoiler. On va pas spoiler tout de suite. On va éviter. On le fera un peu plus tard. Bref, il se passe des choses et on retrouve Leonardo DiCaprio 15 ans plus tard. Il a une fille. Il a eu une fille avec cette femme. Et cette fille se fait, on va dire, kidnapper, puisqu'on essaye de. En gros, il y a deux organisations qui s'affrontent. On va dire l'organisation militante révolutionnaire et l'organisation entre guillemets suprémaciste. Voilà. Il y a l'extrême gauche, l'extrême droite, quoi. Voilà, l'extrême droite, exactement. Et donc, 15 ans plus tard, eh bien, le passé de DiCaprio le rattrape et son passé de militant, eh bien, va faire en sorte que, va faire que sa fille va être kidnappée parce qu'on va vouloir mettre la main sur lui, sur elle, etc. Bref. Et donc, tout le film, ça va être, toute l'histoire autour du personnage de DiCaprio, ça va être de retrouver sa fille, par tous les moyens possibles. Donc, course-poursuite, etc. et tout, assez palpitante. Et donc voilà, moi j'ai vraiment aimé, j'ai aimé ce film parce que la mise en scène de Paul Thomas Anderson est toujours vraiment prenante et très intéressante. Et alors moi j'aime beaucoup le Paul Thomas Anderson qui adopte, tu vois, qui adopte souvent une mise en scène toujours très très léchée. Tu vois, comme dans There Will Be Blood ou même Phantom Thread, tu vois, une mise en scène avec des compositions d'images ultra millimétrées, des travelling avant très lents pour vraiment créer une atmosphère envoûtante,
Donc moi j'aime beaucoup ce style-là. C'est pas du tout ce Paul Thomas Anderson-là que l'on retrouve forcément dans ce film-là. On est dans quelque chose, dans une mise en scène où la caméra est beaucoup plus portée, on va dire, à l'épaule, mais la mise en scène est complètement au diapason, je trouve, avec le fond du film. Qui raconte une société déstructurée, fracturée, etc. Et donc, en fait, quand on est du côté, on va dire, des militants révolutionnaire, on est dans une mise en scène caméra embarquée, fracturée comme ça, parce que c'est ce que représente un petit peu leur organisation, même s'il y a des mots de passe et qu'il y a quelque chose d'un petit peu organisé, mais ça reste un petit peu le bazar, le fouillis, tu vois, les gens ne se rappellent plus des mots de passe, enfin, ça passe dans des trappes, ça sort par des fenêtres, ça saute d'immeubles et tout, etc. Et donc je trouve que la mise en scène qui est comme ça, qui nous embarque, est vraiment au diapason avec ça. Et quand on est du côté de l'organisation, on va dire suprémaciste et tout, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus clinique, de beaucoup plus froid, notamment quand on suit un personnage qui rentre dans une maison et qui ensuite passe dans un sous-sol et qui va dans une planque, etc., dans des bureaux. D'ailleurs, c'est très, très drôle. Toute cette scène, moi, m'a fait beaucoup rire. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant en termes de mise en scène, avec deux styles plus ou moins dichotomiques qui s'affrontent et qui répondent finalement au fond du film, enfin qui est en parallèle avec ce que raconte le film en termes d'opposition. Énormément de musique à l'extrême gauche, très peu de musique à l'extrême droite aussi. Ouais, voilà, c'est peut-être pour appuyer le côté beaucoup plus froid, beaucoup plus glacial de ce que veut nous raconter le film. Moi, j'ai adoré J'ai adoré juste petite parenthèse parce que je trouve que le film est très très symbolique et j'adore justement ce truc de on passe dans la baraque et puis c'est limite une baraque de grand-mère, tu ouvres la porte, en fait il y a un sous-sol et en fait tu te rends compte que absolument toute la ville est reliée par des tunnels et tout et tu sais ça fait vraiment le côté racisme sous-jacent, ça se voit pas, mais en fait, tout le monde est relié par la même haine du truc et tout. C'est hyper intéressant, ce passage. Alors, juste, je dis en gros, le pourquoi je n'ai pas adoré, j'ai pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre. Et donc, tu vas me dire ton point de vue là-dessus. En fait, donc évidemment, le film, c'est une farce. Le film est une satire politique. C'est caricatural. Et d'ailleurs, tous les personnages sont plus ou moins caricaturaux parce que j'entends un petit peu à droite à gauche les gens dire ouais c'est un film ultra gauche, extrême gauche et tout ça, anti-blanc. D'ailleurs tu as fait une critique et tu as fait une miniature où tu écris gauchias, je sais, et tu as fait exprès. Oui, j'ai mis gauchias et puis j'ai mis critique anti-blanc justement. Anti-blanc, voilà. Et mais je sais que voilà, vous irez voir la critique de Mérège, ça va plus loin que ça évidemment. C'est pour faire cliquer. C'est pour faire cliquer. C'est pour faire cliquer et c'est aussi parce que j'y suis allé avec des amis et à la sortie, c'est ce qu'un ami m'a dit. C'est ce qu'il a ressenti. Et donc, je trouvais intéressant de le préciser. Oui, alors que le film, en fait, tout le monde s'en prend plein la gueule, plus ou moins, parce que, oui, évidemment, il y a une forme de caricature sur, on va dire, le camp extrême droite suprémaciste, mais il y a aussi une forme de caricature du côté des militants d'extrême gauche, en les montrant un petit peu comme un peu comme des branques, ils se rappellent plus des mots de passe, etc. Enfin, bon, tu vois, ils font même un peu pitié. Enfin, DiCaprio, le personnage de DiCaprio, il fait un peu pitié quand il est là avec Benicio del Toro, Viva la révolution et tout, et qui sait pas par où passer, etc. Enfin bon. Il y a un côté assez caricatural. J'ai envie de te dire, même les autres, hein, même elle, qui est hyper sexuée, tu vois, il y a des balances, ils se tirent dans les pattes, tu vois, ils sont pas du tout présentés comme des... ils ont aussi, ça j'ai adoré aussi le côté, ils sont censés, tu vois, défendre un petit peu une forme de dictature, et en fait, eux-mêmes sont des dictateurs quelque part. Tu vois, il y a un truc de... Ils sont pas du tout... Enfin, tu vois, les persos... Ils sont pas du tout caressés dans le sens du poil, ni à gauche, ni à droite. Donc, ils sont ridicules des deux côtés. Ils sont ridicules des deux côtés, mais moi, il y a un truc qui m'a gêné. Et là, je ne suis pas d'accord. Là, je vais le dire, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec la majorité des gens. C'est le personnage de Sean Penn et son jeu d'acteur. Pour moi, c'était pas possible. J'ai pas adhéré. Et je suis bien conscient
que c'est un personnage caricatural dans un film qui est une caricature, qui est une satire, ok, j'ai bien compris. Mais là, je trouvais que la caricature était trop grossière. Et du coup, ça me faisait sortir. Ouais. Et je trouvais. Alors, j'ai adoré. C'est l'archétype. Mort de rire. Ouais, non, mais. En plus, il s'appelle Lockjaw, tu sais, mâchoire bloquée. Et ça veut dire tétanos aussi. Ça veut dire tétanos. C'est l'archétype du soldat comme ça. Tu vois, on dirait le soldat dans Small Soldiers de Joe Dante. Oui, mais complètement. Non, puis en plus, il boite, puis il a la coupe d'Hitler. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Il est vraiment. Oui, mais en fait, mais j'ai trouvé, tu vois, autant les autres personnages qui sont en fait les boss de l'organisation suprémaciste et qui dirigent tout en sous-main dans les sous-sols et tout ça, ceux-là, je les ai trouvés excellents parce que ils sont caricaturaux, mais finement caricaturés, j'ai envie de dire. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait rire. Oui, mais t'as parfaitement raison, mais ils sont très différents. C'est-à-dire que eux, ils veulent pas de Sean Penn en réalité. Sean Penn, même pour eux, il est tapos, tu vois. C'est ça qui est drôle. Oui. Il est trop bancal pour eux, ouais. Il est complètement bancal. C'est-à-dire, il est hors sol comme rarement, quoi. Ouais, mais du coup, je sais pas. Alors, est-ce que c'est le jeu de Sean Penn qui ne m'a pas fait adhérer à ça? Parce que, je sais pas, j'ai trouvé que c'était trop. C'était trop. Le trait était trop gros, était trop grossier. Et tu vois, ça m'a fait penser à. Moi, ça m'a fait. Ouais, je t'en prie, non. Ça me faisait penser un petit peu à Brad Pitt dans Les 8 salopes, dans Inglourious Bastard. Tu vois, mais je trouve que Brad Pitt, il est en surjeu dans Inglourious Bastard. Donc, ça marche pas trop pour moi. Mais là. Franchement, je trouve que ça fonctionne. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est à la limite du ridicule. Hein. Parfois, ça flirte avec le ridicule. Hein. Ouais, je comprends. Et je sais pas, je me suis dit, est-ce que c'était nécessaire d'appuyer autant la caricature du soldat un peu nazi, etc. Enfin, tu vois, ultra suprémaciste, raciste, tout ce que tu veux. Bon. Enfin, la dégaine, la démarche, je sais pas, tu vois. Et je suis pas du tout d'accord quand tout le monde dit « Oh là là, c'est le meilleur rôle de Sean Penn !» Ah ouais, moi j'adore. Hein. Franchement, j'ai adoré, moi. Non, mais les gars, non, la meilleure performance de Sean Penn, c'est La Dernière Danse, en 95, avec Susan Sarandon, où il joue le rôle d'un condamné à mort. Ah non. Voilà, ça, c'est la... Ah si, quoi? Non, tu trouves pas? Non, moi, c'est Outrage, je pense. Ah ouais, non. Oui, non mais Outrage, oui, il est très bien, mais je trouve que sa performance est quand même moins marquante, moins incroyable que dans La Dernière Danse ou même dans Mystic River. Mais pas pour moi, monsieur. Non, mais j'aime beaucoup les films dont tu parles. Hein, c'est super. De toute façon, il est super. Mais même dans L'Impasse, il est génial. Enfin, je veux dire. Ou même dans Comme un chien enragé, tu vois. Ouais, Comme un chien enragé, c'est incroyable. Enfin, vraiment, moi, j'ai pas du tout. En tout cas, ça faisait plaisir de le revoir dans un vrai film. Parce que c'est vrai que ça fait des années qu'il fait des petits rôles, des petits films indépendants, voilà. Et là, de le revoir dans un vrai truc et tout, moi, j'étais super content, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais donc voilà, donc ça m'a gêné. Et tu vois, c'est un film de par sa satire politique et son ton m'a un petit peu fait penser quelque part à Docteur Folamour, Docteur Strangelove de Stanley Kubrick. Mais sauf que, en fait, là où j'ai plus un problème avec le film de Paul Thomas Anderson, c'est que, à la différence du film de Kubrick, qui est full second degré, et c'est pour ça que ça me fait... c'est pour ça que je suis mort de rire et que j'adhère complètement, j'adhère beaucoup plus, en fait, je veux dire, au film de Kubrick, c'est que là, dans Une bataille après l'autre, je trouve que Paul Thomas Anderson, il essaye de surfer entre le premier et le second degré, c'est-à-dire qu'il fait une satire politique assez caricaturale, mais avec au milieu des scènes qui sont censées quand même nous bouleverser, nous émouvoir, le rapport père-fille, etc., traité presque premier degré. Enfin, tu vois, il y a des moments où il est balancé entre les deux, et je trouve que du coup, il y a une espèce de dichotomie qui marche pas super bien à un moment donné, quoi. Je sais pas. C'est ça qui m'a un peu dérangé. Je dirais que je suis pas d'accord, en fait. Moi, il m'a semblé que le second degré était toujours là. Et il m'a semblé que, en fait, moi, j'ai pris ça comme une fable. Hein, le film, c'est voilà. Oui. Et non, en fait, à chaque fois, il y a un élément qui déconne, quoi. À chaque fois, mais même, je veux dire, DiCaprio, je le trouve autant ridicule que Sean Penn.
tu vois, quand il s'échappe, les mecs, ils arrivent en skate. Enfin, tu vois, il y a toujours lui, enfin, tu vois, Benicio del Toro qui est complètement hors sol. Enfin, il y a un ton absurde. Il y a un ton absurde permanent. Puis cette musique, et puis aussi, alors ça, moi, c'est un défaut, je trouve. C'est la musique qui est omniprésente, mais du coup, cette musique aussi entretient le côté un petit peu bande dessinée du concept, quoi. Je sais pas comment dire, quoi. Ça empêche le réalisme quelque part. Donc, je sais pas. On est toujours surpris. Il se passe toujours un truc. Toi, la poursuite sur les toits, le plan où il tombe de l'immeuble. T'es boum, puis il se fait taser tout de suite. Enfin, toi, à chaque fois, t'es là. Ça pourrait être premier degré. Sauf que non, en fait, il se passe toujours un truc. Non, mais... Je sais pas, puis toutes les conversations, le langage, le machin, le code, le bidule, et puis l'hypersexualisation, le fucking fucker, pussy. Mets-toi à genoux comme si tu suçais une meuf ou je sais pas quoi. Si tu suçais un mec, pardon. Non, mais c'est, enfin, tu vois, c'est trop, mais c'est énorme, il y en a partout. Mais rien que la première demi-heure, elle t'achève, quoi. Donc, mais moi, je sais pas. En filigrane, moi, peut-être que c'est les thèmes abordés que tu trouves. Tu vois, les flics, l'affrontement, les cocktails Molotov. Peut-être qu'il y a un côté alors ça j'ai trouvé un peu trop réaliste par rapport. Je sais pas, hein, j'extrapole, mais peut-être que le ton satirique, satire à balles réelles, ne te convient pas par rapport aux thématiques qui sont, elles, extrêmement fraîches, enfin, tu vois, extrêmement réalistes, extrêmement proches de nous, quoi, je sais pas. Ouais, peut-être, oui, parce que j'allais te reprendre l'exemple de Dr Folamour, mais ça aurait pas été un bon exemple, puisque les problématiques du Dr Folamour, même si elles existent encore aujourd'hui avec l'arme nucléaire, etc., elles étaient, enfin, je veux dire, c'était un film qui parlait vraiment de la crise des missiles dans les années 60 et la peur de la bombe atomique, etc., qui existe encore aujourd'hui, mais qui est moins quand même présente dans nos débats de société. Donc, moi, ça m'a fait penser à Eddington, beaucoup. Oui, c'est vrai. Oui, clairement, c'est un film qui s'inscrit dans cette volonté de dépeindre une Amérique, enfin le mal américain, et puis cette opposition américaine, enfin cette opposition entre deux camps. Et puis western moderne, et puis tout le monde est con aussi. C'est vrai que dans Eddington, tout le monde en prend plein la gueule. Oui, mais dans Eddington, vraiment, je sentais que tout le monde en prenait plein la gueule, alors que là, tu sens que quand même, Paul Thomas Anderson, ça balance. Enfin, à gauche. Oui, elle pense plus, elle penche quand même un peu plus à gauche. Oui, forcément, puisque on va dire que l'humanité du côté du clan, on va dire du camp de DiCaprio, avec parce que voilà, ça reste. Elle est du côté de Willa, donc de la fille de DiCaprio. De la fille de DiCaprio. Et puis en plus, Will, futur, volonté, enfin voilà, quoi. J'ai adoré le personnage de Benicio del Toro. Lui, tu vois, lui m'a vraiment fait rire. Lui m'a fait rire là où le personnage de Sean Penn, il m'a pas tellement fait rire, quoi. J'aurais voulu que ce soit le méchant qui me fasse rire, le Sean Penn, tu vois, le méchant qu'on aime détester, un peu comme dans Inglourious Basterds, t'en parlais justement, Christophe Waltz, tu vois, qui est le nazi qu'on aime détester, tu vois, il est tellement... Mais il y avait un certain dosage qui, moi, m'a fait un peu sortir des scènes, quoi. Je trouvais ça... Alors, est-ce que c'est parce que c'était Sean Penn, que je connais Sean Penn, et que quand j'avais l'impression de le voir cabotiner un petit peu, quoi, tu vois, de le voir grimacer. Ça m'a saoulé. C'est vraiment le truc qui m'a fait le plus sortir du film. Ça m'a saoulé. Et je pense que, putain, moi, ça m'a un peu entaché le film. Bon, bref. Donc, là, on va rentrer dans les spoilers. Spoilers! Fly, you fools! Allez, partez, si vous voulez rien savoir, allez-y. Voilà, partez, allez voir le film. On l'a pas dit, mais DiCaprio, moi, je l'ai trouvé super. Ouais, ils sont tous bien, ils sont tous excellents. Ouais, mais tu vois, DiCaprio, il est une caricature, mais il est une caricature humaine. Enfin, comment te dire? Oui, alors tu vas me dire, l'autre, justement, c'est fait exprès, il est déshumanisé, c'est un soldat, et nanana. Mais quand même, moi, j'ai besoin de ressentir une certaine humanité, même si c'est dans la peau d'un salopard et d'un gros dégueulasse.
j'ai besoin quand même de... Voilà. Bon, bref. Mais en tout cas, DiCaprio, il est vraiment très, très juste dans son jeu. Il n'en fait pas trop. Il joue avec beaucoup de finesse, oui. Il joue, voilà, avec beaucoup de finesse. Donc, en spoiler, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a fait vraiment tout le tour du film. Je sais pas ce qu'on pourrait spoiler. Est-ce que tu as des choses à spoiler? Ouais, moi j'ai un truc à spoiler que je trouve absolument fantastique. Nom de Dieu, c'est ce personnage donc de Sean Penn, ce méchant nazi. C'est un nazi Hitler. Hein. Et je trouve que je trouve quand même que pour un nazi, se faire terminer en se faisant gazer et en finissant dans un putain de four, c'est quand même un truc, je veux dire, ouah la vache, quoi, j'ai fait, ouais, il a allé jusque-là, qu'en plus il est difforme avec son truc et tout, on dirait un monstre. Ouais, un monstre, ouais. J'ai trouvé ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal cette idée, ouais, c'est pas mal. J'ai trouvé que, ouais, enfin, tu vois, il y a une forme d'ironie hyper jouissive. Cette idée-là, je la trouve vraiment, vraiment géniale. Et j'ai beaucoup aimé également, dans ce qu'on pourrait spoiler, je te dis, le personnage de Perfidia, là, donc comment elle s'appelle l'actrice déjà, Teyana Taylor, qui en fait elle est démente. Tu sais, j'avais envie que ça dure une demi-heure. Quand elle arrive et qu'ils prennent d'assaut le camp de réfugiés là, et puis qu'elle arrive devant Sean Penn et qu'elle lui dit vas-y, fais-toi monter la tub et tout. Et tu fais mais en fait elle est excitée par ça, tu sais, par les elle se masturbe limite devant ses propres péripéties, quoi. Enfin, tu vois, c'est assez fou, quoi. Et du coup, tu sais, voilà. Comme dit Sean Penn, il a été victime d'un viol inversé. Non, mais c'est pas forcément faux, tu vois. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Et ouais, moi, j'étais complètement subjugué par ce personnage, quoi. En plus, c'est génial parce qu'elle est là, elle est hyper imposante, elle prend tout, enfin tu vois, elle combat... Elle tire à la mitraillette avec... non, mais elle combat la dictature en étant une dictatrice elle-même, enfin c'est assez fou. Et puis après, elle devient la balance, tu vois, elle couche avec l'ennemi, tu fais what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et elle disparaît totalement du métrage. Ça, c'est assez fou, quoi. Et tu l'entends juste à la fin en voix off et tout. J'ai trouvé ce personnage incroyable. Et c'est vraiment. Et je trouve que la première demi-heure, vraiment, tu vois, les French 75 là. 75, ouais. Ouais, ça m'a fait rire, ça, les Français de l'Île-de-France, quoi. Bah, en fait, c'est le nom d'un cocktail, apparemment. Ah, ok. Voilà, okay. Mais bon, bref. Et c'était hyper intéressant quand même ce truc-là. Enfin, tu vois, encore une fois, ces personnages qui, finalement, sont pleins de contradictions. Elle combat le fascisme en étant fasciste. Lui, c'est pareil. En fait, il est attiré par les femmes noires d'une certaine façon. Il en a rien à foutre. Il défend pas du tout son pays. Voilà. La scène où il arrive, tu sais, où il lui dit, tu sais, elle est en train de poser la bombe dans le plafond. Puis il lui dit non, mais j'en ai rien à foutre, tu peux faire exploser ce que tu veux, mais juste vas-y, viens, on nique. Peut-être, même DiCaprio, tu sens qu'il est là parce qu'il est amoureux de la meuf. Il est faible. Il prend pas vraiment part au combat, tu vois, il plastique les trucs, mais c'est un peu une mauviette, tu vois. Il a pas envie, il a juste envie de faire une famille, de fonder une famille. Et moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est l'arc narratif de DiCaprio aussi. Le fait que ça soit pas un bon père, qu'il ait pas les bons codes réellement, double sens, tu vois, que ça soit une mauviette et que finalement ça soit un révolutionnaire fake, tu vois. Et là, en fait, il est obligé de prendre part au combat, il est obligé d'aller la retrouver, il est obligé de devenir un héros. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Ça, c'est le truc le mieux du film. Ouais. Ça, c'est le parcours du personnage de DiCaprio, le lien qu'il a avec sa fille. C'est vraiment ce qui m'a fait le plus tenir, moi. C'est le cœur du film, en réalité. C'est le cœur du film, oui. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu Willa, elle est en fait, elle est derrière DiCaprio, mais sur l'affiche, c'est elle qui est en énorme. En fait, c'est elle qui a le plus gros visage, donc c'est un peu elle le héros. Et c'est pareil, donc j'ai trouvé que c'était un super film sur le métissage, en fait. Il y a un truc de parce que alors donc là le gros spoiler c'est que c'est pas la fille de DiCaprio, c'est donc la fille de Sean Penn, du nazi quoi.
Et donc, c'est ça, c'est le fruit de l'extrême gauche et de l'extrême droite qui doit lutter entre ces deux entités et devenir, tu vois, le futur, tu vois, une bataille après l'autre, tu vois. Moi, je l'ai pris comme ça. Et j'ai trouvé que c'était un super beau film sur le métissage et sur ce qui gangrène un peu nos sociétés aujourd'hui, à savoir chacun est prisonnier dans sa bulle de certitude, pensant que l'autre est un connard et tout le monde se tire dessus. Et là, voilà, le film semble me dire arrêtez un peu, discuter, fusionner, essayer de comprendre l'autre. C'est assez beau quand même comme film. Moi, j'ai trouvé ça vachement. C'est magnifique, c'est magnifique et ça donne envie, ça donne des envies. Tu vois, on se dit, allez, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, baiser ensemble et vous aurez un enfant, ça sera notre Messie. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. Mais... si, c'est exactement ce que ça a voulu dire. Non, mais d'ailleurs, c'est très drôle parce que le film, quelque part, est-ce que le film, quelque part, ne fait pas un peu penser à Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker, parce que finalement, la fille, on apprend que finalement la fille, c'est la petite fille de Palpatine. C'est la petite fille de Palpatine, la petite fille du nazi. Mais qui est la mère Qui est la mère On ne sait pas qui est la mère de Rey. On ne sait pas qui est la mère de Rey. Non, mais on ne sait même pas qui est la grand-mère de Rey. On ne sait pas qui est le père. Oui, voilà, qui est la grand-mère. On n'en sait rien, on ne sait pas. On n'en sait rien. On sait juste que c'est la petite fille d'un nazi et qu'en vérité, c'est le nouvel espoir de l'humanité. Et donc, c'est pareil pour. En fait, quelque part, donc une bataille après l'autre, c'est le Star Wars épisode 9 de Paul Thomas Anderson. Je pense qu'on peut dire ça en toute quiétude. Et, bon, évidemment, la scène à la fin de course-poursuite, extraordinaire. Superbe mise en scène. Non, mais. Et j'ai envie de te dire, c'était une bosse après l'autre, comme le titre du film. C'est incroyable. Non, mais donc, non, mais c'est vrai que c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce qu'on avait déjà vu une scène, enfin une idée de mise en scène comme ça en termes jamais. de filmage de route, quoi, tu vois, de course-poursuite entre deux. C'est la poursuite en bagnole la plus originale que j'ai vue depuis celle de We Hunt the Night. C'est La nuit nous appartient, la poursuite sous la pluie, là. Sous la pluie, et là, c'est pareil, quoi. Je fais, c'est quoi cette putain de poursuite, quoi. C'est génial. Ouais. Il arrive à réinventer la poursuite, quand même. C'est quand même un truc de ouf. Hein. Oui, ça, c'est une idée, mais exceptionnelle. Et j'aurais voulu, limite, que ça dure plus longtemps. Et puis, même la manière dont il clôture cette scène et tout, c'est hyper bien vu. Enfin, c'est pas gratuit. Filmé en VistaVision, monsieur. Hein. Ouais, d'accord, ouais. En VistaVision, putain. Ça revient à la mode. Et oui, mais oui. Donc c'est du 35, mais il filme à l'horizontale, ce qui fait que ça permet d'avoir une texture d'image avec beaucoup plus de détails, donc c'est magnifique. Et puis surtout, ça déforme pas des perspectives sur le côté. Donc du coup, on a enfin voilà, c'est très droit, quoi. Brutaliste nous avait brutalisé aussi. Hein, c'était une très belle photographie. C'était VistaVision Retour. C'était assez beau. Hein. Et là, c'est pareil, quoi. C'est très très joli, hein. Franchement, graphiquement, c'est magnifique. Et cette scène-là, donc cette poursuite, c'est vraiment le point culminant. C'est génial. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé, quoi. C'est vraiment l'affrontement de deux organisations qui ont leur propre code, qui ont leur propre planque, et qui s'affrontent. C'est un film d'espionnage, en fait, quelque part. Ouais. Évidemment, c'est un peu grossier, c'est surréaliste, mais c'est le but du film. Mais c'est pour ça aussi les gens, ils ont gueulé. Parce que tu sais, ils sont tous blancs. Donc moi, et puis les gentils, entre guillemets, ils sont tous noirs, tous mexicains. Et tout, il m'a dit, mec, c'est pas possible et tout. Il n'y a pas un blanc positif et tout. Bon, il y a quand même DiCaprio. Hein. Oui, donc c'est pour ça que je lui ai dit non, ça marche pas ton truc. Mais bon, c'est vrai que tous les blancs sont d'extrême droite. Tous les immigrés, en vérité, sont d'extrême gauche. Tu vois, mais donc c'est pas du tout. C'est pour ça aussi que ça se voit que c'est une fable et une satire. Toi, c'est n'importe quoi en fait. Le monde dépeint, il est abusé, quoi. Même, enfin, tu vois la scène complètement lunaire là du test ADN et tout est là. Tu fais non mais franchement c'est génial, quoi. Enfin, tu vois. Mais voilà. Est-ce que justement la caricature était pas un peu trop grossière à certains moments, tu vois, justement cette opposition, les blancs méchants, les gentils métissés, etc. Parce que bon, je pense qu'il existe aussi des noirs qui sont d'extrême droite. Hein, mais bien sûr, mais aux États-Unis, tu vois, évidemment, il y en a plein aussi. Mais c'est pas du tout réaliste. Regarde les militaires, par exemple, les flics, ils sont tous blancs.
Les militaires, Oui. les militaires sont pas tous blancs, tu vois. Donc, il y a vraiment une volonté de jouer sur le blanc-noir, yin et yang, tu vois. Il le fait exprès, quoi, pour moi. Ça se voit, tu vois, que c'est fait exprès. Voilà, et c'est pour ça, c'est dommage. Voilà pourquoi j'ai pas adoré, que je peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre, c'est parce qu'il m'a manqué ces petites nuances un petit peu fines qui auraient fait de ce film quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est dommage parce qu'avec le personnage de DiCaprio, il y avait un peu cette nuance. Et d'ailleurs, notamment dans cette scène où, tu sais, il est avec sa fille et il y a les potes de sa fille qui viennent la chercher. Et puis il est là, il fait bon, alors lui, là, il faut l'appeler Yel ou Ye ou je sais pas quoi. C'est un homme. Même lui, c'est un blanc, c'est un traître. Même lui. Non, mais voilà. Ouais, c'est vrai. Non, mais je veux dire. Il est, tu vois, il est quelque part, il s'inscrit pas dans la mouvance de progressiste qu'incarne sa fille, alors qu'il est du même camp. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il y avait cette nuance, alors que c'est le héros du film quelque part. C'est le héros révolutionnaire malgré lui, etc. Mais ça reste quand même le héros qui va essayer de retrouver sa fille. Et voilà. Je dirais que Sean Penn, toutefois, quand même, c'est un gros nazi et machin. En fait, ça m'a fait penser, tu sais, à Ralph Fiennes dans La liste de Schindler. Oui. Quand il arrive et qu'il fait « Est-ce qu'elle a le visage d'un rat? Est-ce que c'est un rat ?» Et puis, en fait, il est amoureux, quelque part, de la femme juive, tu vois. Et là, en fait, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que c'est un gros nazi, mais il aime quand même les femmes noires. Donc, il est amoureux de ce qu'il déteste. Ouais. Elle est là, la nuance aussi, quand même, tu vois. C'est pas juste un... Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon. Oui. Et puis, il fait ça. Et ce qui est intéressant aussi, j'ai trouvé, c'est qu'en fait, toutes ces actions, en fait, il les commet par amour, quoi. Parce qu'il est jaloux, donc il veut se faire DiCaprio parce qu'il est jaloux, parce qu'il veut retrouver la meuf, parce qu'il veut retrouver sa fille. Tu vois, il en a rien à foutre, en fait, quelque part. Tu vois, quand il l'arrête la première fois, il la relâche. Il lui dit, fais tout péter, j'en ai rien à foutre, tu vois, juste couche avec moi. Enfin, tu vois, donc c'est quand même particulier. Le perso, il est pas non plus, tu vois. Alors, tu vois ce que tu dis, tu as tout à fait raison, parce qu'on pourrait dire qu'il y a cette, entre guillemets, cette humanité chez ce personnage, à travers tout ce que tu viens de dire, mais je trouve qu'on ne la ressent pas à travers le jeu de Sean Penn. Moi, j'aurais voulu... Parce que Lockjaw, parce qu'il est bloqué. Oui, mais je sais pas. Mais un personnage trop... Je sais pas. Non, mais t'as trouvé ça trop caricatural. T'as trouvé le jeu. T'as trouvé qu'il était en surjeu. Ouais, en surcabotinage, surjeu, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Enfin voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cette bataille. Qu'est-ce que t'as pensé de la musique, toi? Parce que moi, ça m'a saoulé. Moi, ça m'a gonflé, le bling, 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 bling. J'ai eu l'impression que sur 2h30 de film, il y avait 2 heures de musique, quoi. Bah, tu sais quoi? C'est drôle, je dirais comme John Bellucci, non, je dirais comme Dan Aykroyd dans les Blues Brothers, quand il parle du métro qui passe juste devant sa fenêtre, c'est tellement présent que je l'entends même plus. Donc voilà, moi la musique était tellement omniprésente que à la fin je ne l'ai même pas, je ne la remarquais même plus. C'était un fond, un habillage sonore. Et d'ailleurs c'est un peu un habillage sonore. C'est un petit peu jazzy, assonant, chelou. Donc c'est le compositeur de Radiohead, enfin il travaille avec Anderson depuis longtemps. Hein. Donc voilà, du coup, exactement. Bah du coup, j'en retiens absolument rien. Je ne l'ai pas remarqué. Je ne l'ai presque pas remarqué la musique tellement elle est omniprésente. Bah ouais, elle m'a pas saoulé. Enfin, je n'ai rien retenu de cette musique. Elle m'a pas marqué, quoi. Donc, mais ouais, c'est sûrement parce qu'elle était omniprésente. Et un autre truc qui m'a marqué, moi aussi, c'est le montage. Ouais. Et la production design, parce qu'on parlait en off tout à l'heure, tu disais putain 150 millions quand même, est-ce qu'ils sont vraiment à l'écran? Moi j'ai l'impression, pour les scènes d'action, pour les trucs, on change d'endroit tout le temps, constamment, donc c'est vraiment, ça dure très longtemps, il y a beaucoup de stars, donc pour moi ils sont investis, il n'y a pas de problème. Mais dans le montage, il y a vraiment un truc qui m'a marqué, c'est que on est constamment, en fait tu sais, la scène d'après mord constamment sur la scène d'avant. Donc on a, tu vois, une voix off qui arrive ou un dialogue à la fin de la première scène, boum, on passe dans celle d'après, etc. Et j'avais le sentiment,
en fait, tu sais, de zapper, en fait, sur c'est comme si je zappais à la télévision, que je tombais sur un film. C'est-à-dire que j'avais l'impression de voir une énorme scène dont on n'aurait pas vu le début et la fin. Tu vois, que c'était pas juste illustratif. Toi, un plan. Tu sais, souvent dans les films, je sais pas, tu vas voir des mecs menottés comme ça qui vont sortir au ralenti avec des flashs, ils se sont fait arrêter par les flics, et tu sens que le mec, il a cogité, tu vois, un plan pour symboliser l'arrestation. Là, pas du tout. Là, tu avais l'impression d'être dans le feu de l'action d'une scène que tu n'aurais pas vue, quoi. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Et putain, et j'ai trouvé ça hyper fort au niveau de la mise en scène, justement. Je me suis dit, putain, mais en fait, il doit manquer des bouts. Et j'avais vraiment envie de savoir, toi, l'acteur de The Wire, là, dont j'ai oublié le nom, quand il se fait arrêter, tout ça. Et j'avais vraiment envie de savoir l'avant et l'après, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi. Tu sais, c'est foisonnant. Je trouve que c'est un univers, tu as envie de pousser des meubles et tu as envie un peu de savoir. Le moins petit personnage secondaire, il est tellement bien esquissé, intéressant, que ouais, j'avais envie d'en savoir beaucoup plus. Et ça m'a vraiment, au niveau du montage, du rythme du film global, je me suis dit, putain, la vache, quand même, masterclass. Hein. Il est quand même super fort, hein, le connard. Il y a des vrais moments de bravoure, il y a des vrais moments de tension, et il y a des moments très drôles. C'est vrai que il y a beaucoup on passe du rire à des moments beaucoup plus inquiétants, etc. Et c'est assez bien fait à ce niveau-là. Voilà, tout ce qui tourne autour de DiCaprio, il y a quand même pas mal de moments assez drôles avec Benicio del Toro quand il doit sauter de la bagnole et que l'autre dit vas-y, hein, non, vas-y, maintenant. Donc voilà, écoutez, ce sera tout pour ce retour critique du film Une bataille après l'autre. Et c'est pour toutes ces raisons que tu donnes la note de combien, d'ailleurs? Oh, écoute, je sais pas, je suis tiraillé entre un 3,5 et un 4. J'ai besoin de le digérer. Tu sais, des fois, il y a des films comme ça, on a besoin un petit peu de les digérer. Peut-être qu'il faudrait que j'aille le revoir. Écoutez, les amis, laissez vos commentaires sous la vidéo. Dites-nous ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous? Est-ce que vous avez trouvé que c'était un chef-d'œuvre absolu? Est-ce que vous avez trouvé que Sean Penn livrait sa meilleure performance ever? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Et eh bien, on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube. Et en attendant, continuez à fréquenter les salles obscures. Et à bientôt. Ciao. Ciao.